Alors, Pauline, maintenant, on va parler un peu de ton parcours personnel. On a vu tes créations, on a un peu parlé de ton métier. Maintenant, parlons de toi. Comment peut-on bien devenir chapelière aujourd'hui? Alors moi je suis devenue chapelière surtout grâce à une rencontre. Donc, je n'ai pas l'histoire de la grand-mère qui était modiste ou quelqu'un de la famille, ou pas du tout. Moi j'ai toujours voulu travailler dans la couture parce qu'au fond il n'y a quand même que ça qui me plaît. Ouais. Et donc j'ai commencé à apprendre tous ces métiers-là par la couture vêtements, couture femme, sur mesure. Mais je trouvais pas, au fond je m'éclatais pas vraiment là-dedans, il manquait quelque chose. Donc j'ai cherché à me spécialiser et en même temps, moi ce qui m'a toujours prodigieusement embêtée, c'était de travailler sur des pièces d'études. C'est-à-dire que rapidement, en fait, ma recherche ça a été de trouver un apprentissage. Parce que je voulais travailler dans une entreprise et je voulais pas être à l'école, voilà, travailler sur des pièces que personne ne porterait jamais. D'accord. Voilà, ça m'amusait pas suffisamment. Et donc en cherchant un peu ce qui était disponible, etc., notamment dans l'accessoire, puisque le vêtement j'avais décidé de laisser un petit peu tomber, j'ai vu que le chapeau se faisait en apprentissage, avec un CAP mode et chapellerie, comme dans toutes les spécialités en métier d'art. Et voilà, donc là, il me fallait un patron. Ouais. Et donc du coup, j'ai cherché, et puis un jour, je suis tombée sur Fernand Sebat. Parce que des patrons, aujourd'hui, dans la chapellerie, ça court pas les rues, on ne trouve pas non plus... ça court pas les rues, c'était pas évident. Et donc moi, j'avais envoyé beaucoup de candidatures. Et finalement, Fernand Sebat est un peu le seul qui m'ait répondu à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais y aller et il faut absolument que ça marche. Donc du coup, je me suis dit, bon, a priori, la chapellerie, je n'y connais pas grand-chose. Donc je vais essayer de pas arriver avec rien. Donc je me suis acheté un petit morceau de coton. J'ai fait un patronage de casquette et j'ai monté une casquette vraiment au feeling. Donc je suis allée voir Fernand Sebat avec cette casquette et je lui ai dit, voilà, moi je sais pas faire de chapeau, je sais pas faire de casquette, mais je sais coudre. Et voilà, par exemple, ça peut donner ça. Ouais. Alors peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Mais voilà, moi je voudrais travailler avec vous et vous m'appreniez en fait tout ça. Et ce que j'aimais bien chez lui, c'était voilà, tout ce côté urbain. C'était pas le chapeau de cérémonie qu'on va mettre qu'une seule fois dans sa vie. C'était vraiment voilà, tout ce côté technique du patronage que j'adorais en vêtements, que je pouvais retrouver aussi dans cette spécialité. Et aussi, ce qui a fonctionné, c'est que humainement, on s'est très bien entendus tous les deux. C'est-à-dire que pour moi, pendant toutes ces années, on a travaillé ensemble. Fernand, c'était mon maître d'apprentissage. Oui. On a gardé vraiment ce rôle un peu à l'ancienne. Oui. C'est-à-dire que tout le temps qu'on a travaillé ensemble, on s'est toujours vouvoyé, parce que lui me disait, si un jour on commence à se tutoyer, on va s'engueuler. Oui. Et on ne s'est jamais engueulé. Et voilà, donc on a travaillé comme ça. Il m'a très vite fait confiance. J'ai pu gérer des clients toute seule très vite. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que j'ai pu que adorer ce métier. Parce que j'avais un patron extraordinaire, parce que voilà, la fabrication c'était drôle, parce que je retrouvais le patronage, toute la partie technique que j'aimais bien dans le vêtement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la chapellerie et que je me suis prise de passion pour ce métier. D'accord, donc c'est une histoire de rencontre, hein, du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est une histoire de rencontre entre toi et un maître d'apprentissage. Et c'est ensuite une histoire de rencontre entre tes clients et toi-même. Donc la partie humaine dans ce métier est fondamentale. Oui, en fait. Tout à fait. À tous les niveaux. J'ai tenté aussi l'aventure du prêt-à-porter avec une marque de casquettes, etc. Donc c'est vrai que c'était très intéressant de toucher vraiment une clientèle internationale, de pouvoir voir un peu une autre partie du métier. Mais très vite, en fait, cette relation avec le client, je ne l'avais plus. Et c'est ça qui m'a fait arrêter et repartir en mesure parce qu'au fond, voilà, pour moi, le métier de chapelier prend tout son sens avec le client en face et pas en faisant de la série. D'accord. Et donc ensuite, tu t'es installé à ton compte. Donc tu es formée par Fernand Sebat, tu es l'héritière de cœur, mais aussi l'héritière des outils qu'il utilise. Donc tu continues à utiliser toi les outils que lui utilisait. Et ensuite, tu t'es installé dans
Volta. Oui. Et tu as ton atelier, c'est là que tu reçois un peu tout le monde. Comment tu te... être artisan aujourd'hui, c'est pas facile. C'est une passion, mais c'est aussi quelque part un chemin de croix. Donc, oui. comment tu te projettes dans l'avenir? Quels sont un peu tes projets, tes ambitions, tes désirs? Comment est-ce que tu vois ton avenir à toi? Et puis au-delà, l'avenir de, pas seulement de la chapellerie, mais de l'artisanat d'art, tel qu'il est pratiqué par toi et par d'autres, aujourd'hui en France? Moi, mon but, après, je prends pas ce métier-là non plus forcément comme un sacerdoce, c'est-à-dire je veux pas être revendiquer tout un patrimoine, etc. Enfin, je veux pas porter tout ça sur mes épaules. Après, ce qui me tient à cœur, c'est de démocratiser en fait le sur-mesure. C'est vrai que dans la tête des gens, dès qu'on va parler de mesure, ils vont s'imaginer des prix très très élevés, des lieux très très guindés, où finalement on va vous regarder de haut en bas, etc. Alors qu'en réalité, le monde du sur-mesure, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est que des gens qui sont pour la plupart passionnés, soit par les tissus, voilà, chaussures, costumes, chemises, voilà, ça peut être n'importe quoi. Et des gens qui sont respectueux du travail, du temps de travail. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une clientèle qui va me dire il me faut ça pour hier. Voilà, la plupart de mes clients vont me dire prenez votre temps. Oui. Voilà, laissez parce que le temps. le délai, hein, si entre le moment où le client vient, quand tu lui prends que tu discutes avec lui, que tu prends ses mesures et où il vient récupérer son chapeau, il se passe combien de jours? En général, il se passe à peu près 2 semaines. Voilà, si j'ai toutes les matières à l'atelier, en stock, etc. Après, pour des demandes particulières ou quand il faut passer des commandes particulières, comme effectivement les matières premières en chapellerie sont difficiles à trouver, il m'arrive de traîner des commandes sur plusieurs mois, mais ça reste finalement assez normal dans le monde de la mesure. Ouais. Et puis donc, il faut rétablir, hein, c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat aujourd'hui, mais il y a une différence entre le prix et la valeur. Le prix du sur-mesure n'est pas élevé par rapport à la valeur du produit, par rapport au temps passé. Il y a toute cette question d'éducation aussi du client, celui qui ne connaît pas en tout cas le monde de la sur-mesure, pour lui expliquer que ça prend du temps, que ça prend du temps pour produire le matériau, la matière première, que ça prend du temps pour créer, pour façonner, pour obtenir le résultat comme chaque final. création est unique, tout le travail, il faut le recommencer à zéro pour chaque chapeau, pour chaque création. Donc forcément, ça va prendre plus de temps que le prêt-à-porter, mais après, voilà, c'est pas le même système de fonctionnement, c'est-à-dire que nous, on va pas avoir des marges boutiques ou ce genre de choses. C'est pour ça que les prix sont très variés. Et puis on est sur des chapeaux que tu produis, ce sont des chapeaux qu'on garde toute la vie. Oui. Parce qu'ils ne vont pas rétrécir, ils ne vont pas s'abîmer à la moindre goutte de pluie. Alors après, c'est sûr, moi, j'ai pas 30 ans d'expérience, donc je peux pas affirmer mes chapeaux vont tenir, machin. Donc c'est pour ça que j'ai des clients qui utilisent un peu leur couvre-chef dans des situations un peu plus extrêmes, qui me permettent de dire, ok, donc si là, sous 40 cm de neige, moins 20 degrés, plusieurs hivers de suite, le chapeau n'a pas bougé, je pense que je peux affirmer à mes clients parisiens que ouais, le chapeau, ils peuvent probablement une bonne vingtaine d'années pour encore le mettre. Alors, tes clients parisiens, mais pas seulement, hein, parce que tu as des clients qui viennent d'un peu partout aujourd'hui. Oui, alors il y a des clients qui me trouvent principalement en Europe, après ça m'est arrivé d'en avoir un petit peu aux États-Unis, j'en ai eu une en Australie, voilà, des gens qui vont avoir un coup de cœur parce que finalement dans la concurrence qu'il peut y avoir en chapellerie en France, même chez tous les autres modistes ou chapeliers, etc., moi je ne crois pas à ce phénomène de concurrence parce que chaque artisan a sa patte. Donc en fait, un client qui va être attiré par un artisan ne sera pas forcément par un autre. Voilà. On va se retrouver dans des univers, etc. Donc donc il arrive parfois que quelqu'un très éloigné ait un coup de cœur pour ce que je fais. Et puis vous êtes tu es dans un domaine et d'autres aussi où vous êtes tellement peu à opérer que finalement vous renforcez mutuellement plutôt que oui, parce que globalement, plus les gens vont porter de chapeau, plus ça va donner aux autres qui n'en portent pas de le faire. Et alors, mais qu'est-ce qui vient de chercher un client qui vient d'Australie, un client norvégien que vient-il chercher? Un savoir-faire français ou quelque chose qui est perdu chez lui, ou bien plus tes créations à toi, propres? C'est un peu alors, tout ça. Ça. Je pense que surtout au départ, ce qui m'a fait un peu connaître, c'est tous ces gens en fait, qui vont avoir par exemple un tour de tête un peu plus petit que la norme ou un petit peu plus grand,
parce que voilà, ils ont des cheveux un peu gonflés, etc., qui vont se retrouver avec des tours de tête de 63 cm, ce qui en soi n'est pas énorme, mais dans le prêt-à-porter, vous ne trouverez jamais rien. Donc en fait, moi j'ai commencé à récupérer en fait toute la clientèle qui n'arrive pas du tout à se coiffer en prêt-à-porter. Donc ça, c'est une des fonctions du sur-mesure. Hein. Le sur-mesure, c'est pas... Il y a une fonction qui est de se faire plaisir, de personnaliser un maximum le produit qu'on veut, mais il y a une autre fonction qui est beaucoup plus pragmatique, qui est je n'arrive pas à m'habiller ou me chausser dans le prêt-à-porter, donc il me faut du sur-mesure. Ouais. Donc là, tu as une partie de tes clients qui viennent pour ça. Voilà, ou des gens qui vont dire, qui veulent avoir un détail, quelque chose, une idée, et comme finalement en prêt-à-porter chapellerie, on va retrouver quelques usines qui vont fabriquer pour plein de marques différentes, mais au final tout sort un peu des mêmes endroits. Oui. Donc si vous n'adhérez pas à ce qui sort des usines, en fait vous ne trouverez jamais votre bonheur dans le commerce. Donc du coup je récupère aussi les gens qui veulent quelque chose d'un peu particulier et qui peuvent pas le trouver dans les collections prêt-à-porter. D'accord. Bon, écoute Pauline, maintenant il est l'heure de se quitter. On te souhaite plein de chance et de courage pour continuer, et de plaisir surtout, parce que je crois que c'est quelque chose qui compte énormément pour toi, le travail de l'objet, le travail de la matière, la relation avec le client. Ouais. Donc écoute, on te souhaite de continuer, de faire encore plein de nouvelles rencontres, plein de projets originaux, et puis que tu fasses... que tu puisses aussi transmettre ce plaisir à d'autres. Moi, ma prochaine étape, ce que j'aimerais, c'est embaucher quelqu'un en apprentissage. Moi, je me suis tellement éclatée en apprentissage que j'aimerais beaucoup le faire à nouveau, voilà, de transmettre ce que Fernand Sebah m'a appris. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour aujourd'hui, pour toi, quelles seraient les conditions idéales pour pouvoir embaucher un apprenti ou une apprentie? Alors, il faudrait surtout un atelier un petit peu plus grand. Ouais. Et dans une ville comme Paris, c'est pas évident. Donc voilà, ça, et puis de toute façon, toujours plus de clients. D'accord. Pouvoir assurer un revenu. Voilà, pouvoir assurer un deuxième salaire. Ouais. Bon, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, de trouver quelqu'un à former. Trouver un apprenti, c'est pas toujours facile. Il faut trouver la personne avec qui que toi, tu as eu la chance de pouvoir bien t'entendre avec ton maître Fernand Sebah. Il faut trouver une personne avec qui il y a un feeling particulier. Et puis, il faut également que ça ne mette pas en danger l'équilibre de l'entreprise. Oui. Et il y a la question de la transmission est forte. Hein, c'est prendre un apprenti, c'est aussi un vrai engagement parce qu'on forme quelqu'un, donc on prend sur son temps de travail pour pouvoir former quelqu'un. Et c'est pas seulement quelqu'un qui vient et qui est opérationnel tout de suite, c'est quelqu'un qu'il faut former pendant de longs mois. C'est perdre du temps au départ pour mieux en gagner ensuite. Hein. Oui. Et pour moi, c'est un devoir de transmettre. Puis aussi parce que finalement, si moi je veux grandir voilà, dans mes ambitions de mon métier, d'un moment toute seule, voilà, j'ai que 2 mains, je ne peux pas produire plus que ce que le temps me permet. Donc du coup, de pouvoir voilà, grandir avec quelqu'un pour me faire connaître toujours un peu plus. Ben écoute, tout ce qu'on souhaite à l'apprenti qui viendra travailler avec toi, c'est que tu sois pour cet apprenti un nouveau Fernand Sebah, quelqu'un qui puisse que tu puisses s'inspirer comme lui t'a inspiré. Et on te souhaite de trouver quelqu'un rapidement, dans les meilleures conditions possibles. Et puis on souhaite longue vie à ton entreprise. Merci. Voilà. À très bientôt. À bientôt.